sa présentation sur l'encadrement juridique des plateformes d'échange de cryptoactifs. Donc, soyez la bienvenue. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci de m'accueillir. Je suis désolée de ne pas être là en personne. Effectivement, j'essaierai le plus vite possible de pouvoir venir vous voir à l'Université Laval en personne. Là, c'était juste impossible. Donc, ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, on souhaite donc parler non seulement de l'encadrement juridique des plateformes d'échange de cryptoactifs, mais faire une petite comparaison et voir quelles leçons tirer de l'affaire FTX. Je vois qu'on a beaucoup d'inscrits, c'est peut-être grâce au mot magique en ce moment FTX que les gens ont été intéressés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais on va faire un petit comparaison et surtout mettre en valeur la différence entre les US et le Canada à cet égard. Je vais mettre le PowerPoint à l'écran qui vous sera distribué par la suite. C'est surtout un PowerPoint de support. Il n'y a pas énormément de détails dessus, mais c'est un petit peu pour vous aider à la fois à suivre et par la suite avoir quelque chose pour pouvoir vous y référer. Excusez-moi, je cherche à passer. Voilà, merci. Donc, je vais tout d'abord faire un petit historique, un petit retour sur les définitions et à quel point c'est un patchwork à l'international et au niveau supranational sur les règles juridiques éventuellement applicables. Rapidement, avant de passer aux principes juridiques qu'on applique ici au Canada pour l'instant. Et ensuite, cette fameuse comparaison FTX vue du Canada. Donc, tout d'abord, je voulais faire un petit historique de 2009 à 2023. 2009, c'est le white paper de Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin qui a fêté ses 14 ans il y a quelques jours. Et à l'époque, bon, c'est un projet. C'est un projet où, à la base, il y a quand même surtout l'élimination des tierces parties et la confiance en la tech comme étant à la base. Et je vais y revenir, c'est pour ça que je dis ça. Monnaie d'échange, par la suite, il a fallu attendre mai 2010 pour la fameuse transaction d'une pizza coûtant 25 $ pour 10 000 bitcoins. Donc, on peut voir qu'à l'époque, c'était une valorisation d'un quart de centime pour le bitcoin en mai 2010. Jetons aussi, la crypto qui peut représenter n'importe quel actif, on va y revenir aussi. Et là, par jeton, je veux mettre en valeur l'utilisation de la crypto dans le cadre de la chaîne de blocs. Et que là, la crypto est donc le jeton au sein de la chaîne de blocs qui peut être échangé, qui est à la base de celle-ci et donc peut avoir un nombre d'applications multiples que vous allez sans doute adresser dans le cadre de cette chaire, dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais je ne veux pas qu'on l'oublie. Que c'est aussi ça. Et enfin, dernièrement, une classe d'actifs par le secteur financier at large, qui a fait que la création de fonds négociés en bourse, la création de fonds d'investissement sur les cryptos et la montée en novembre 2021 à une valorisation de 65 000 USD pour le Bitcoin. Ce petit retour juste pour voir à quel point on parle là des cryptoactifs dans le cadre des plateformes d'échange auxquelles les clients retail, donc au détail, ont accès, mais ce peut être énormément de choses différentes et juste prêter un petit peu attention à ça. Revenir à nouveau rapidement sur les définitions. Qu'est-ce qu'un cryptoactif? Au final, on oublie souvent de revenir à la base et quels sont les différents types qui existent. La définition relativement acceptée aujourd'hui d'un cryptoactif, c'est un bien d'une nature virtuelle ou digitale qui repose sur la cryptographie et qui utilise la chaîne de blocs. Donc, c'est ni plus ni moins que ça. Et ça comprend donc à la fois les disons, vrais biens virtuels décentralisés que sont le Bitcoin, l'Ethereum, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, la représentation de biens traditionnels, donc des obligations, des actions, des biens immobiliers pourraient éventuellement être aussi mis sur la chaîne de blocs et être représentés de cette façon-là. Les jetons de titres, les Equity Security Tokens aussi, dont on peut voir des émissions dans le cadre d'ICO ou par la suite la mise sur la chaîne de blocs d'un jeton de titre.
les jetons utilitaires qui peuvent avoir différentes utilités, dont l'une des applications les plus connues sont les NFT artistiques, donc les jetons non fongibles représentant une œuvre d'art. Il faut savoir que par jeton non fongible, on peut avoir énormément d'autres choses. Et quand on parle, par exemple, de mise sur la blockchain d'un bien immobilier, ça peut être un jeton non fongible aussi. Donc, je vous fais la liste ici pour référence future, mais il faut faire attention à l'existence de tous ces types de cryptoactifs. Les stablecoins, enfin, dont vous avez beaucoup entendu parler au printemps 2021 lors de l'explosion de Luna, qui était donc supposé être un stablecoin donc corrélé en 1 pour 1 sur le dollar US, et qu'il était en fait par le biais d'un algorithme et non par le biais de la conservation de 1 dollar US pour chaque Luna émis. Donc ça, c'est un stablecoin algorithmique par opposition à un stablecoin, disons, réel, où l'émetteur a un vrai US dollar pour chacun qui l'émet. Donc faire là aussi, c'est deux choses très différentes, stablecoin algorithmique ou pas. Et les CBDCs, donc les Central Bank Digital Currency, qui seraient ou seront par exemple au Canada, un dollar canadien qui serait émis sur la chaîne de blocs par la Banque centrale et qui nous permettrait, éventuellement s'il existait, de faire un échange de devises canadiennes sur la chaîne de blocs. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible, comme vous le savez, c'est le Bitcoin ou autres devises digitales qui peuvent être échangées, qui ne sont pas la devise reconnue par le Code civil du Québec et toute autre disposition dans les autres pays qui permettent de rendre un paiement. J'ai beaucoup trop d'anglicismes qui me viennent en tête, je suis désolée, qui permettent de faire un paiement qui est deemed comme ayant été reçu. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui pourrait être le cas avec un CBDC. Alors, pour tous ces types de cryptoactifs et ces différentes utilisations qui sont multiples, on est aujourd'hui dans une belle tornade, je dirais, de multitudes d'efforts à l'international et à l'étape supranationale aussi, juridique. Rien qu'aux États-Unis, on a 8 propositions de loi fédérale. On a de multiples propositions au niveau étatique. Et on a la mise en œuvre par la SEC, donc là, c'est l'équivalent de nos autorités canadiennes en valeur mobilière aux US, qui, elle, passe plutôt par du enforcement au niveau de qualification de valeur mobilière de certains jetons émis, et donc par la suite de punitions, sanctions de cette façon-là. Au Canada, ce qu'on a eu, c'est notre organisme qui concentre entre elles nos différentes autorités canadiennes en valeur mobilière provinciale, qui ont émis différents avis, différentes prises de position à travers lesquelles je vais passer, et bien sûr l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l'OCRCVM ou IWOC en anglais, qui est l'organisme d'autorégulation auquel les ACVM ont délégué par le passé la surveillance des courtiers. Et on va voir pourquoi cela est pertinent par la suite. Donc, au Canada, ce sont les ACVM qui ont pour l'instant vraiment établi leur juridiction et l'ont fait de manière claire, aujourd'hui connue, et ont mis en œuvre un certain régime juridique. C'est quelque chose qui a été fait au fur et à mesure. Ça ne tombait pas forcément sous le sens, la façon dont ça a été fait. On va voir comment ça s'est passé. Donc, à la base, comme vous le savez, il y a la juridiction sur les valeurs mobilières qui est déléguée aux différentes autorités provinciales. Les valeurs mobilières, c'est une liste de choses dans la loi sur les valeurs mobilières de chaque province, notamment au Québec, donc les actions, les obligations et aussi les contrats d'investissement qui ont différentes définitions, qui au Québec est légèrement différente que celle utilisée dans les États-Unis et dans la plupart des autres provinces. Ici, on parle du fait qu'une personne s'engage dans l'espérance d'un bénéfice
qu'on lui a fait entrevoir, a participé au risque d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marge de l'affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions. Je la lis en entier parce qu'elle est intéressante, elle est rarement mise en valeur. Nous, en tant qu'avocats et juristes québécois, je pense qu'il est important qu'on garde à l'esprit que la loi sur les valeurs mobilières du Québec, la définition est celle-ci. Aux États-Unis et dans la majorité des autres provinces, on est sur le Howey Test, qui est relativement le même. C'est un investissement dans une entreprise dans le but de faire un profit tiré majoritairement des efforts de tierces parties. On se rejoint, on est d'accord, mais on n'est pas exactement dans la même chose. Et donc, c'est dans ce concept-là qu'on va ensuite dive in en ce qui concerne les plateformes et les plateformes au Canada et la façon dont ça a été fait par les ACVM. Le régime juridique des dérivés au Canada, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que malheureusement, on n'a pas le temps, mais il ne faut pas non plus l'oublier dès qu'on prête attention aux cryptoactifs. Ils peuvent correspondre à différentes définitions et ils vont être alors régulés de manière très différente selon les différentes provinces parce qu'à nouveau, on se situe dans une juridiction provinciale. Selon qu'ils sont sur un échange, pas sur un échange, et selon que le sous-jacent de ce dérivé est une commodité ou pas une commodité. Mais là, il s'agit de rentrer vraiment dans l'intégralité de la réglementation des dérivés au Canada. Donc, je rentre pas dans les détails. Cependant, comme on va le voir, les ACVM ont mentionné les dérivés dans leurs différents avis. Donc, que s'est-il passé au Canada pour que les ACVM arrivent à réguler les plateformes? Bon. En premier lieu, puis là, on n'en parle pas, mais évidemment, il y a eu les sorties avant 2020 des ACVM indiquant qu'un cryptoactif, si lui-même est une valeur mobilière, que ça soit la liste des valeurs mobilières ou que ça soit le concept de contrat d'investissement, il s'agit d'une valeur mobilière, ils sont régulés. Donc, il faut normalement faire un prospectus pour le distribuer, il faut normalement être un courtier pour le distribuer, etc., etc. Dans le cadre des plateformes, on les a vus se développer. Il y a clairement un risque qui s'est réalisé avec FTX du fait de l'existence de ces plateformes. Cependant, on comprend bien que ce ne sont pas les émetteurs en soi du jeton. Donc, on ne peut pas venir leur dire vous avez émis une valeur mobilière en émettant un Bitcoin ou quoi que ce soit comme ça, et donc les réguler. Le Bitcoin, majoritairement, on s'accorde pour dire que c'est soit une commodité, soit un autre type, mais ça n'est pas en soi une valeur mobilière, n'est-ce pas? Parce que ça ne correspond pas ni à la liste, ni à la définition de contrat d'investissement. Cependant, les ACVM ont développé le concept de contrat sur cryptoactifs, qui est un concept unique en fait. Il n'y a que au Canada qu'on a utilisé ce concept-là. Je vous ai mis ici la liste de tous les différents documents de consultation, avis qui ont mené à cela, mais on ne va pas passer au travers, c'est plus que pour que vous les ayez et que ce sont des liens dans le PDF, donc vous allez pouvoir aller les lire si ça vous intéresse. Ce que les ACVM ont développé, c'est l'idée que lorsque sur une plateforme d'échange, l'utilisateur final, donc vous et moi, lorsqu'on utilise la plateforme, ne se voit pas transférer la propriété du cryptoactif, donc disons le Bitcoin par exemple, ne se voit pas transférer la propriété immédiatement après son achat. Il continue à avoir besoin de la plateforme et du bon vouloir de la plateforme, qu'il y ait de la liquidité sur la plateforme et qu'elle ait les biens en arrière pour avoir son bien. Donc, les ACVM ont dit que par ce fait, on attend un profit des efforts de la plateforme. Les efforts de la plateforme étant faire en sorte qu'on puisse récupérer notre Bitcoin lorsqu'on le demande, parce qu'il n'est pas livré immédiatement. Donc, le concept majeur, on l'a souvent raccourci en disant est-ce que c'est une plateforme qui donne des services de garde ou pas de services de garde? Donc, est-ce que c'est une custody platform ou une non-custody platform?
c'est à savoir si oui ou non il y a transfert immédiat de la propriété du jeton sur la plateforme. S'il n'y a pas transfert immédiat de la propriété, selon les termes et conditions de la plateforme et dans les faits, donc à la fois dans l'ensemble contractuel de la relation et dans les faits, à ce moment-là, les ACVM vont dire qu'il y a un contrat d'investissement. Il faut bien comprendre que le contrat d'investissement, ce n'est pas le Bitcoin. Les ACVM ne sont pas venus essayer de dire que le Bitcoin en soi est une valeur mobilière. Ce qu'ils ont dit, c'est que cette convention entre l'utilisateur final et la plateforme est une valeur mobilière. Et parce qu'il y a cette convention entre les deux, donc une valeur mobilière, la plateforme se trouve à être un courtier en valeur mobilière qui devrait s'inscrire. Donc, le cheminement intellectuel, je veux dire, est très, très différent de celui qu'on peut voir quand la SEC dit le jeton en lui-même est une valeur mobilière, donc il devrait y avoir prospectus et il devrait y avoir courtier. C'est totalement différent. Ça a permis aux ACVM, grâce à quand même cette imagination intellectuelle, de venir dire dès 2021 que les plateformes de négociation de cryptoactifs doivent se soumettre à certaines règles. Alors, quelles règles par la suite? Évidemment, on ne veut pas non plus complètement éteindre ce secteur-là au Canada. Les ACVM, à ce moment-là, voient leur mission de protection des investisseurs et de santé du secteur des investissements au Canada comme pour être balancés, devant permettre un minimum ces plateformes. Donc, comment est-ce qu'ils y arrivent à ce moment-là? C'est en disant que si une plateforme est custodian, donc offre des services de garde, devrait donc être inscrite, elle peut venir voir les autorités en valeur mobilière et leur demander une dispense d'inscription sous certaines conditions. Donc, le régime qu'on connaît aujourd'hui de la majorité des plateformes, celles qui sont inscrites, celles qui sont légales au Canada et celles qui font affaire comme il le faut, c'est celui qui déroule de différentes décisions de dispense de la part des ACVM qui ont été données à ces plateformes qui ont fait leur demande de dispense. Ça aussi, il faut comprendre, c'est assez différent d'un système normal, en fait, où on aurait un régime connu, public et connu à l'avance. Ici, on parle de décisions de dispense individuelles. Donc, le 29 mars 2021, l'avis conjoint 21-329, qui est un des plus importants dans la liste que je vous ai envoyée là, est celui qui fait la liste, qui explique vraiment ce concept de garde et ce concept sur cryptoactifs. Si vous voulez aller voir, il y a beaucoup d'exemples de ce qui est un contrat sur cryptoactifs, de ce qui ne l'est pas. C'est un avis qui est assez utile à cet égard-là. Juste après, en fait, le même jour, la CVMO a publié une lettre et a envoyé des lettres aussi à beaucoup de plateformes en leur disant qu'ils avaient jusqu'en avril pour déposer leur demande. Certaines l'ont fait, certaines ne l'ont pas fait, mais il y en a des dizaines qui l'ont fait. Aujourd'hui, il y en a 11 sur le site de la CVMO. Vous pouvez aller voir, puis on peut aller voir régulièrement, c'est toujours public. Il y en a 11 qui ont reçu leur dispense sur un nombre très notablement supérieur à ça qui sont dans la file d'attente. Donc, ce qui a été fait à cet égard, c'est le 15 août 2022, puis il y avait eu pas mal de discussions auparavant, mais le 15 août 2022, les ACVM ont aussi dit, d'accord, on vous a permis d'obtenir une dispense, on vous a permis de continuer à opérer, cependant, pendant qu'on discute de quelle va être votre dispense, puisqu'il s'agit de dispense individuelle à chaque fois, pendant qu'on arrive à ça, nous attendons à ce que vous souscriviez un engagement en attendant d'être inscrit. Donc, on a eu les ACVM qui disent « vous devez vous inscrire », ce sont des valeurs mobilières, vous devez vous inscrire, mais on reconnaît qu'il faut qu'il y ait un système intérimaire entre les deux, on va vous permettre de faire une demande de dispense. On voit que les demandes de dispense prennent énormément de temps, donc on vous demande de souscrire à un engagement en attendant l'inscription. Là aussi, les engagements, vous pouvez aller les voir sur le même site. Le plus simple, moi, je regarde celui de la CVMO parce que j'ai pris cette habitude, mais celui de l'AMF est très bien fait aussi. Mais si vous allez voir, si vous tapez simplement OSC Crypto Platform, vous aurez directement la liste des 11 inscrits avec leurs décisions individuelles et
2 engagements qui ont été déposés au départ. Il n'y en a plus qu'un parce qu'une des 2 a eu sa dispense. Donc, il n'y a plus qu'un engagement que vous verrez sur le site. Mais vous pourrez les comparer aux décisions de dispense. Et en fait, la réalité, c'est qu'on demande dans ces engagements aux plateformes de s'engager à quasiment la même chose que ce qu'est la demande de dispense au final. Donc, les ACVM sont venus s'assurer que à peu près les mêmes règles étaient suivies. Le 12 décembre 2022, je l'ai quand même mis dans la liste, même si c'est simple, c'est une publication des ACVM, on va dire, mais c'est un signe très, très clair des ACVM qu'on peut s'attendre à un resserrement des règles à nouveau. Donc, vous pourrez aller le voir, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est encore un peu vague, mais le message est très, très clair. La décision MEC Global Limited ici que je vous ai mis, c'est uniquement parce que c'est par curiosité de juriste, si vous voulez aller voir où est-ce que pour la première fois, il a été clarifié que c'est en se reposant sur le concept de contrat d'investissement que les ACVM ont créé le concept de contrat sur cryptoactifs. Ça se situe dans cette décision. Ça ne se situe pas dans l'avis 21.329. On s'en doute en lisant l'avis 21.329, car intellectuellement, c'est les concepts qu'on y voit quand on parle de livraison immédiate, de se reposer sur les efforts, etc. Mais ce n'est pas dit mot pour mot, c'est dit dans MAC Global Limited, si vous voulez aller le voir. Donc, ce régime, qu'est-il? Parlons-en un petit peu. Tout d'abord, le domaine d'application, comme on l'a bien décrit, c'est l'offre de services de garde aux clients canadiens, donc le custody platform, donc toutes les plateformes qui ne vous livrent pas immédiatement le Bitcoin. Et je le répète parce que c'est quelque chose en pratique qu'on rencontre très souvent. Dès qu'on parle du modèle d'affaires d'une plateforme, c'est est-ce que vous êtes custody ou non-custody? Bien regarder le modèle d'affaires de manière excessivement précise pour comprendre s'il y a service de garde ou s'il n'y a pas service de garde. Et dès qu'il y a doute, quand on lit l'avis et quand on voit la prise de position des ACVM en règle générale, s'il y a doute, s'il y a mouvement à poser par la plateforme pour obtenir le bien, il faut faire attention, il faut être prudent. Et aux clients canadiens, là aussi, à nouveau, c'est avec ou sans présence de la part de la plateforme. Peu importe où elle se situe, qu'elle soit au Caïman, au BVI, etc., si c'est accessible aux clients canadiens, comme en général est le cas dans la réglementation des valeurs mobilières, l'investisseur canadien, et donc de chaque province, peut être impacté et donc il y a juridiction. L'exigence, comme on l'a dit, c'est déposer un engagement si on fait une demande de dispense, puis ensuite s'inscrire par la voie d'une dispense ou s'inscrire directement. On pourrait aller directement faire une inscription full-blown avec toutes les exigences qui viennent avec. Cependant, c'est très exigeant. Quelques points du régime applicable qui sont réellement importants, surtout quand on regarde FTX. En premier lieu, la garde. Au moins 80% des cryptoactifs des clients doivent être gardés hors ligne auprès d'un dépositaire qualifié. Puis un dépositaire qualifié, c'est la même définition que pour les fonds d'investissement traditionnels, classiques au Canada. Donc, c'est vraiment que les biens du dépositaire soient sortis, et ça va être important par rapport à FTX, soient totalement séparés des biens qui appartiennent à la plateforme et déposés chez un tiers de confiance, comme il y a Gemini Trust, il y a BitGo, il y a Tetra Trust, qui est un Canadien, qui est aussi un dépositaire, pas exactement un dépositaire qualifié, mais qui est un dépositaire chez lequel une plateforme a obtenu le droit de faire ses dépôts et de remplir les exigences. Assurance, ensuite, il faut une assurance sur les biens qui satisfassent aux exigences réglementaires applicables aux courtiers en valeurs mobilières habituellement. Donc, c'est une exigence très haute et qui couvre les hot wallets, donc ce qui n'est pas détenu en cold wallet, en froid, donc à l'extérieur de la plateforme. Il y a des exigences de connaissance du produit. La plateforme doit exercer une certaine diligence pour s'assurer qu'aucun des cryptoactifs qu'elle offre n'est elle-même une valeur mobilière ou un dérivé.
et elle doit même pour cela, s'il faut, obtenir un avis juridique. Donc là, on va assez loin dans la connaissance du produit. Divulgation des risques. Là aussi, le client doit doit recevoir au moins un document sur les risques en général des cryptoactifs et sur le risque de son investissement et de ses placements effectués. Ils doivent adopter un modèle de pertinence des comptes et ensuite des limites de perte recommandées, c'est-à-dire qu'il faut recueillir certains renseignements sur le client pour bien connaître le client et déterminer la pertinence des comptes demandés par le client et lui recommander certaines limites de perte. Ça aussi, quand on regarde FTX, on est très, très loin de ça. Ensuite, il y a un concept de cryptoactifs désignés et certaines limites d'achat dans certaines provinces. Et là aussi, je veux être précise parce que pour une raison que j'ignore, l'année dernière, il y a eu un mouvement dans le secteur des cryptos qui a cru que c'était applicable dans toutes les provinces et que c'était applicable à tous les types de cryptos. Ça, c'est en dehors de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Québec, donc notamment en Ontario, mais quand même pas au Québec. Tout ce qui est autre que le Bitcoin, l'Ether, le Bitcoin Cash et le Litecoin, donc les autres que ça, il y a une limite de 30 000 $ par an, par investisseur. Mais il y a 2 caveats avant cela qui n'ont pas du tout été mis en valeur quand c'est sorti, comme je vous disais, pour une raison que j'ignore de manière dans le grand public où tout le monde disait qu'est-ce que c'est ça, je ne savais pas qu'il y avait une limite de 30 000 $ sur mes investissements en crypto. Non, comme je viens de le dire, c'est un petit peu plus précis que ça. Et faire attention. Dernièrement, transition de 2 ans vers l'OCR-CVM, donc vers une vraie inscription à l'OCR-CVM comme les courtiers en valeurs mobilières, qui va se faire aussi selon certaines dispositions particulières et avec des dispenses de certaines règles, car l'intégralité ne sont pas applicables. Comme je vous l'ai dit, les retards s'accumulent. On est à des dizaines de plateformes. Les inscriptions ont commencé en 2021, on est en 2023. Donc, on va commencer à arriver à certaines qui ne transitionnent pas à temps. Donc, on va voir ce qui se passe à cet égard-là. Mais les attentes sont là. L'annonce du 12 décembre 2022, comme je disais, on peut s'attendre à un resserrement. On parle de obligation de détenir les actifs des clients auprès d'un dépositaire qualifié et de les séparer totalement de ceux de la plateforme. Bon, comme je disais, il y a quand même un 80% d'exigence de garde qui est déjà applicable. Ensuite, ils sont venus préciser qu'ils allaient interdire totalement le fait d'offrir des prêts et des marges aux clients. C'était pas 100% clair dans toutes les décisions de dispense, dans le sens où c'était une des conditions de ne pas en offrir, mais il n'était pas encore dit, les ACVM n'avaient pas encore déclaré clairement, nous allons vous interdire de le faire. Là, c'est ce qui a été fait le 12 décembre 2022, puis on va voir comment ça va être fait et quelles implications ça aura par la suite. Alors, FTX. FTX, tout d'abord, printemps dernier, il y a eu ce qu'on appelle le cryptocalypse, ou vous pouvez lui donner plusieurs noms, avec Luna, qui était un stablecoin algorithmique, comme je vous l'ai décrit au tout début, qui s'est totalement décorrélé du dollar US, qui a coulé et qui, avec elle, a fait couler de Bitcoin, qui a perdu un pourcentage très, très, très important de sa valeur très rapidement, et beaucoup d'autres cryptos. Donc, beaucoup de prestataires de services d'investissement et financiers, je dirais, dont des plateformes, ont coulé car ne pouvant plus de répondre à la demande de retrait, donc l'équivalent d'un run on the bank dans le monde de la crypto. Certaines qui coulent, donc leurs prêteurs, leurs créanciers se retrouvent à devoir radier dans leurs livres des sommes considérables. Donc, ces prêteurs-là aussi se sont retrouvés financièrement incapables de rencontrer leurs obligations. Donc, certains ont fait faillite aussi. Donc, on se trouve dans une tornade équivalente à celle qu'on a pu voir dans le secteur financier traditionnel habituel de crise de liquidité, crise de confiance à partir du printemps dernier. Et dans le cadre de cette crise-là,
Eh bien, on est arrivé à la fin de l'automne 2022 à une demande de retrait très importante de la part des clients de FTX. FTX incapable de rencontrer cette demande de retrait car n'ayant pas les biens, n'ayant plus les actifs pour faire cette demande, dépose faillite. Et alors là, ce que je veux mettre en valeur ici, c'est que quand on a une plateforme centralisée comme celle de FTX, on arrive donc à une centralisation totale qui est l'inverse du projet originel de 2009 du Bitcoin, qui était décentralisation, confiance en la tech avant tout et non confiance en une tierce partie. Là, on se retrouve en confiance en FTX, qu'elle me rende mon argent. Donc, l'inverse de ce que le Bitcoin était à la base. Utilisation de dérivés, utilisation de leviers. Et en plus de ça, et ça, je veux vraiment en faire un point très important de cette présentation, et possiblement, parce que ce n'est pas encore prouvé en cours, mais possiblement de la fraude. De la bonne vieille fraude, comme on le voit dans les marchés financiers depuis toujours. Du Ponzi scheme, comme on a pu le voir avec Bernard Madoff, du traditionnel, en fait. Et notamment par la voie de FTX ayant pas séparé ses actifs de FTX et les actifs des clients, et n'ayant même pas séparé au sein de FTX et de ses différentes filiales et de ses compagnies sœurs, comme Alameda Research qui faisait du trading, n'ayant pas séparé les biens. Donc, ça, c'est le côté vraiment de ce qui a été fait chez FTX. Quels sont les atouts du régime canadien tel que je l'ai décrit? Bien, évidemment, la ségrégation des fonds des clients. Il n'aurait pas pu être, si l'entité, la plateforme 1 est inscrite, agit selon les lois et obéit ensuite aux conditions qui lui sont imposées, les biens, les fonds des clients sont ségrégés, sont séparés de celles de la société. Donc, on ne pourrait pas se retrouver dans une situation où Alameda, par exemple, a pu aller trader avec les actifs des clients. Chez des dépositaires qualifiés, donc chez une tierce partie qui, elle, est de confiance, qui a des fonds minimum et a vraiment montré patte blanche à différents égards là. Et interdiction des prêts et marges qui ont fait partie énormément de l'augmentation de l'exposition des investisseurs et des clients de FTX était leur utilisation de prêts et des marges. Cependant, à nouveau, ce qui est très important de retenir, c'est que là, on parle des atouts canadiens, des plateformes qui sont inscrites et qui obéissent aux règles. On a accès malheureusement au Canada à des plateformes qui ne sont pas canadiennes, à des plateformes qui n'obéissent absolument pas à toutes ces règles-là. Et donc, si on a beau avoir un régime juridique existant, des ACVM qui se sont penchés dessus et qui ont fait en sorte qu'il y ait des règles applicables, on a accès avec nos téléphones ou avec nos ordinateurs à des plateformes qui, elles, n'obéissent pas à ces règles. Donc, pour moi, la plus grande leçon à retenir, c'est un petit peu comme on n'irait pas acheter notre appartement à quelqu'un d'inconnu croisé dans la rue. On ne devrait pas utiliser des plateformes étrangères qui n'obéissent absolument pas aux lois et qui ne respectent donc pas toutes les règles que je viens de décrire. Et ça, c'est vrai pour la crypto comme c'est vrai pour n'importe quel autre bien. Donc, comme je disais, oui, on a un régime, mais après, il faut faire attention à utiliser les bons joueurs et les joueurs qui agissent en toute légalité, et c'est comme dans tout secteur. Parce que malheureusement, à cause de la crise de FTX et d'autres mauvais joueurs, l'image du monde de la crypto a énormément souffert. Cependant, c'est que ce sont des personnes qui agissent dans l'illégalité totale. Donc, la leçon à retenir, comme je vous l'ai dit, c'est du neuf avec du vieux. Il s'agit de fraude, il s'agit de détournement de fonds, il s'agit de crimes de col blanc qui ont eu lieu dans le domaine des cryptoactifs. Mais le coupable dans l'affaire FTX, c'est pas le Bitcoin, c'est pas la crypto, ce sont les gestionnaires de FTX. Et c'est la même chose pour toutes les plateformes qui agissent dans l'illégalité, pour les plateformes qui laissent les clients s'exposer de manière totalement démesurée. Ce qu'une plateforme canadienne agissant dans la légalité, comme je disais, n'a pas le droit de faire. Et enfin, deux petits points que je vous ai notés. Centralisation et tierce partie.
Ça, c'est un peu ésotérique, mais pour n'importe qui s'intéresse au concept des chaînes de blocs et des cryptoactifs, bien, le but du départ était la décentralisation. Le but du départ était de ne pas avoir besoin d'utiliser de tierces parties, d'avoir une technologie qui permettait d'avoir confiance sans tierces parties. Et c'est même si on retourne au white paper de Satoshi Nakamoto, c'est dans l'abstract du tout début qu'il dit tant qu'on devra avoir besoin d'une tierce partie pour éviter le double spending, on n'aura pas abouti au but. Donc, food for thought ici. Et enfin, comme on a toujours dit dans le monde des cryptos, not your keys, not your coin. Donc, si vous n'avez pas la clé, vous, du wallet et le cryptoactif, eh bien, ce n'est pas votre cryptoactif. Ça, c'est le concept aussi du départ, qu'on répète à nouveau aujourd'hui beaucoup, parce qu'il est à la base du fameux contrat sur cryptoactif que je vous ai décrit, c'est-à-dire les ACVM sont venus dire si ça n'est pas dans votre wallet à vous, si il n'y a pas de livraison immédiate, if it's not your keys, it's not your coin, alors c'est un contrat sur cryptoactif, on veut qu'ils s'inscrivent et on veut pouvoir vérifier que les personnes ont la solidité financière requise pour pouvoir agir. Voilà pour ma présentation. Je pense qu'on voulait prendre un petit peu de questions. J'ai été plus vite que prévu, donc c'est bien, j'en aurai largement le temps pour les questions. Merci beaucoup. Donc, on pourrait, je sais qu'il y a des gens, je vais tourner mon ordinateur. Donc, les gens qui sont à la maison, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou encore lever la main. Vous pourrez les poser. Normalement, la salle est bien organisée. On devrait pouvoir vous entendre très bien. Et peut-être en premier lieu, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui auraient des questions. Oui, monsieur, allez-y. J'aimerais développer justement. Parlez fort, s'il vous plaît. Même si nos micros sont super. J'aimerais, si c'était possible, que Maître Point développe sur le dernier aspect qu'elle a parlé au niveau de la centralisation et des tierces parties. C'est quoi la finalité, puis pourquoi justement les ACVM s'en va vers renforcer la réglementation au niveau des plateformes plutôt que d'y aller vers l'espèce de finalité qui se trouve à être de ne pas utiliser des tiers. Est-ce que vous avez bien entendu, alors? Oui, j'ai bien entendu et c'est intéressant comme question. Je pense que déjà, je ne peux pas parler pour les ACVM et j'éviterai de le faire. Cependant, c'est que ce n'est pas leur travail de dicter le marché non plus. Je pense que ce n'est pas leur mission originelle de dire au marché vous ne devriez pas centraliser un marché qui peut fonctionner sans l'être. Vous ne devriez pas mettre de tierces parties là où c'est pas indispensable parce que le Bitcoin et la plupart des autres cryptos sont faits de façon à ce que vous pourriez le faire sans. Ils sont là pour voir ce qui se fait dans le marché, permettre ou interdire ou réguler là où ils peuvent, selon la juridiction qu'ils ont, ce qui s'est fait. La réalité, c'est que oui, on peut le faire sans. On n'est pas obligé de centraliser, on n'a pas besoin des tierces parties, mais c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ne pas passer par les plateformes qui facilitent et les plateformes qui ont custody. C'est passablement plus compliqué. Et je pense que malheureusement, si on n'interdit pas l'investissement dans les cryptos, tant que c'est permis, il y aura des personnes qui vont rendre ça plus facile et ils vont centraliser. Mis devant ce fait établi et le fait que le marché s'était développé comme ça, les ACVM sont venus essayer de mettre un petit peu de sécurité et de protection au sein du marché tel qu'il s'est développé. Je pense que c'est plus, pour moi, c'est plus comme ça qu'il faut le voir et sur le fait que les ACVM ne peuvent pas dire au marché « mais le but de Satoshi Nakamoto au départ était de décentraliser, de ne pas avoir de tierces parties, donc je demande… » Ce serait pas… c'est pas comme ça, ils peuvent interdire, ils peuvent permettre et ils peuvent réguler quand c'est dans leur juridiction. Donc, c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Oui, donc FTX est clairement un échec d'un sexe, d'un centralized exchange, puis il semble tout à fait réaliste de manière concrète que les centralized exchanges puissent se conformer
aux obligations canadiennes des ACVM, mais est-ce que c'est tout aussi réaliste concrètement pour un DEX, pour un Decentralized Exchange, de se conformer à ces obligations-là? Non, c'est vrai que et c'est une des questions qui vont se poser dans le futur très proche, en fait. Il y a deux questions pour moi. Il y a celle que vous avez posée qui est est-ce que c'est possible de se conformer, mais il y a aussi est-ce que c'est possible de le leur imposer? Parce que si on n'a pas d'entité centralisée, ça devient beaucoup plus compliqué. Et vous aurez vu peut-être aujourd'hui que la SEC veut interdire l'offre de staking par les entités centralisées. Mais la question est donc, est-ce que ça ne va pas tout simplement juste tout renvoyer vers les décentralisés, car les décentralisés seront beaucoup plus difficiles à réguler par la SEC elle-même, parce qu'ils sont pas forcément dans son territoire et ils ne le sont pas. Donc, il y a deux choses. Est-ce qu'ils peuvent, après, on peut reprendre chacune des choses qui sont imposées. Et effectivement, le 80% de garde ne serait pas pertinent dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il le serait? Ce serait éventuellement la connaissance du client, la connaissance des produits, mais on l'imposerait à quoi, comment, donc ce serait un petit peu plus inapplicable, je dirais. Juste avant de prendre votre question, je vais me permettre de prendre une question en ligne. Donc, on vous demande, pouvez-vous parler des grandes lignes de la nouvelle réglementation MiCA qui entrera en vigueur bientôt en Europe? Non, parce que j'ai vraiment peur de faire des raccourcis qui sont inapplicables et je sais que vous avez dû reconnaître mon accent et voir que je suis française, mais ça fait 12 ans que je suis au Québec et donc, bien que l'ayant lu de loin, je veux pas offenser mes confrères français. Mais pour répondre à M. Balthazar, on va avoir une conférence là-dessus. Donc, bientôt, pour surveiller les réseaux. Donc, on va revenir là-dessus sur les cas. Monsieur? Moi, je voulais savoir si c'est dans les cartes là, pour les législateurs fédéraux et provinciaux, dans le fond, justement, de légiférer par rapport aux crypto-actifs, ou si on va vraiment être pris avec les définitions de contrat d'investissement dit dans McDonald's. Alors, et puis Charlène, je pense que vous aussi, vous avez témoigné devant la commission au niveau fédéral qui se penche un petit peu sur ces questions pour savoir ce qu'on pourrait faire au niveau fédéral. Au niveau fédéral, moi, je vois un enjeu de juridiction. Si on veut rester dans le fait que ce sont des valeurs mobilières ou quand on est capable de les qualifier de valeurs mobilières, donc rentrer dans un courtier en valeurs mobilières et des choses qui existent déjà, on est en provincial. Donc, qu'est-ce que le fédéral pourrait faire? Le fédéral a juridiction sur la devise. Le fédéral a juridiction sur le criminel. Donc, c'est à ce niveau-là que le fédéral pourrait éventuellement agir au niveau de tout ce qui est protection des dépôts aussi et au niveau du bancaire. Donc, il y a des enjeux pertinents aux cryptoactifs qui pourraient être régulés par le fédéral. Cependant, dès qu'on est dans puis vous savez, au tout début, quand j'ai voulu revenir sur jetons, classe d'actifs, tant qu'on est donc dans la crypto vue en tant que classe d'actifs, investissement, on est dans les valeurs mobilières et on est en provincial. Ça devient donc on est dans ce qu'on voit aujourd'hui, comme vous venez de le dire, et la volonté de les classer dans ce qui existe déjà et d'appliquer de la réglementation qui existe déjà. Cependant, comme on peut le voir là dans l'approche qui a été faite par les ACVM, oui, on utilise les définitions applicables existantes, mais le régime qui en découle est quand même un régime relativement adapté. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le régime qui a été effectué, mais il y a eu un effort qu'il faut reconnaître de la part des ACVM de faire un régime qui est adapté et pas simplement d'aller coller celui qui était existant. Je vais prendre une autre question en ligne, puis ensuite je viendrai à vous. C'est une grande question, là. Vous pouvez la liser. Donc, pour la salle, on demande quelles sont les similitudes, différences dans les approches législatives à l'international. Donc, je ne sais pas si vous pouvez tracer les grandes lignes, là. Il y en a une autre, ouais. Justement, je pense que il y a trois grandes
différentes approches selon moi. Il y a celle du Canada qui a été de passer par la réglementation existante, mais pour venir imposer une dispense aux plateformes d'échange. Donc, sans pour autant créer un statut ni un régime de plateforme d'échange en cryptoactifs, on est venu les réguler elles-mêmes en tant qu'entité. Il y a un régime qu'on voit en Europe qui est de créer une classe de joueurs qui sont les plateformes d'échange et de les réguler spécifiquement. Et il y a le régime qu'on peut voir par exemple aux États-Unis, mais c'est plus par défaut aux États-Unis, c'est parce que c'est devenu une question très politique, ou comme je disais, il y a énormément de propositions de loi, mais il n'y en a aucune qui est favorite ni rien, ou c'est tentative de régulation avec les régimes existants uniquement. Rien de spécifique, donc la SEC qui essaye de faire rentrer certains jetons dans les descriptions de valeurs mobilières et des condamnations et des tentatives de condamnation qui se font sur les concepts de fraude, de crimes de col blanc existants, de AML, donc Anti-Money Laundering Legislation, qui sont effectués. Pour moi, c'est ça en ce moment les grandes. Mais évidemment, il y a certaines juridictions qui ont fait le pari, puis on les voit aussi dans tout ce qui est BVI, Caymans et autres en plus qu'en Europe, ceux qui sont venus créer des statuts, des régimes particuliers, l'ont fait en pensant que ça allait leur donner un atout à l'international. Donc, quand je vois la suite de votre question qui est comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de la conformité aux différentes juridictions, bien, ce qu'on voit très souvent être fait par les joueurs internationaux, c'est aller voir des avocats dans chacune des juridictions ou majeures, en tout cas, où ils ont des activités et demander une description de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Certains d'entre eux, en allant chercher une inscription dans les juridictions qui ont créé des inscriptions spécifiques, ce qu'ils ont voulu faire, c'est ensuite pouvoir éventuellement aller dire aux régulateurs dans les autres juridictions qu'ils ont cette inscription et qu'ils obéissent déjà à certaines règles. Donc, pour l'instant, c'est ça qui est fait. Merci. Monsieur. Oui, donc ma question est un peu plus théorique, c'est-à-dire, je suis dans l'actualité de la crypto depuis un certain moment, à peu près depuis 2018. Puis ma question principale, c'est est-ce qu'il y a un futur pour les crypto-actifs en général? Parce que c'est comme si on nous vend une solution pour des problèmes qui sont assez faciles à régler avec des entités qui sont plus centralisées. Parce que prenons par exemple, je sais pas moi, par exemple, ce qui a rapport avec la technologie. Les transactions faites avec la crypto sont extrêmement lentes. Si on passe par Mastercard, on est à 2400 transactions par seconde. La crypto, c'est extrêmement lent, que ce soit par proof of work ou proof of stake model. C'est lent, ça prend un consensus et il n'y a pas de protection du consommateur non plus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont... À quoi bon sert la transparence de la blockchain si je peux voir la personne qui m'a volé mon argent, mais je ne peux rien faire pour le récupérer parce que c'est immuable, comme Bitfinex en 2016. Ouais, non, c'est une très bonne question. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans dont on pourrait discuter, mais la base de la question étant est-ce qu'il y a un avenir ou plutôt à quoi est-ce que ça sert, en gros. Si on veut résumer la question, à quoi ça sert tout ça, il y a deux visions là-dessus. Il y a les grands défendeurs de la chaîne de blocs qui voient des applications dans la technologie elle-même, mais pas des applications de simple paiement en utilisant le Bitcoin ou même une CBDC en tant que devise, des applications plus larges que ça. Et là, c'est si on revient au tout début quand je parlais du jeton. Si on imagine un monde où le registre foncier pourrait être sur la blockchain et où on est une CBDC, là, ça peut être les transactions immobilières qui pourraient être effectuées avec la sécurité de la chaîne de blocs. Cependant, comme je viens de le dire, ça demande deux choses énormes dont on n'est pas prêt du tout. C'est qu'une devise, que le legal tender puisse être sur la chaîne, plus le bien. Comme on l'a vu, les actions peuvent l'être, mais un bien immobilier, on en est très loin. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui? Ça sert, à mon avis, à un millionième de ce à quoi ça peut servir si on développe les réelles applications sur lesquelles énormément de gens dans le secteur travaillent. Ce qu'on voit déjà, je peux donner un exemple qui crée vraiment un gain de temps et un gain de valeur, c'est la titrisation
sur la chaîne de blocs. Ça, il y a des joueurs qui se sont spécialisés dans le fait, donc la titrisation, c'est mettre dans un special purpose vehicle, donc dans un véhicule particulier, un ensemble de biens qui amènent un flux de revenus. Donc, je ne sais pas si, je suis peut-être partie un petit peu trop loin, si certains d'entre vous savent ce que c'est que la titrisation, c'est par exemple la titrisation des prêts, des mortgages et des hypothèques pour ensuite émettre des titres. Et en fait, ça, aujourd'hui, on est capable de le mettre sur la chaîne de blocs et de faire un gain qui est très, très, très conséquent en coût de mise en place. Mais c'est des structures financières relativement compliquées, donc c'est réservé aux grands joueurs. C'était une réponse très longue. Moi, je vais me permettre d'ajouter deux petits mots. C'est lorsqu'il y a des problèmes de confiance. Ce n'est pas une réponse, évidemment, à tout la blockchain. Puis c'est une technologie qui est en émergence. Donc, les protocoles auxquels vous faites référence, ils vont évoluer. Évidemment, si vous comparez en matière financière avec Visa, par exemple, ou Mastercard, c'est évident que lorsqu'on compare le niveau de transaction avec la rapidité, c'est beaucoup plus rapide Visa et Mastercard. Mais il y a d'autres avantages, c'est-à-dire le transfert instantané financier. On va vous transférer un Bitcoin ou une autre crypto-monnaie à l'autre bout du monde instantanément. L'émulabilité, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vais profiter de notre invité. L'émulabilité, ça peut être intéressant, l'intégrité dans certains cas. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Il y a une autre question que vous pourriez lire. Alors, la régulation des cryptoactifs par les SFVM se rapproche d'une régulation par du droit souple qu'on oppose généralement aux formes de réglementation plus traditionnelles comme la loi. Pensez-vous que cette forme de régulation pourrait ou devrait être appliquée à d'autres secteurs de l'environnement des chaînes de blocs comme les contrats intelligents? Moi, j'aimerais revenir sur la première partie de cette question, qui est un point de la régulation qui est très contentieux, qui est très remis en question en fait par l'ensemble des joueurs, évidemment. C'est que nous avons tous accepté parce que au Canada, on était conscient de vouloir une légitimité du secteur, de vouloir plus de confiance dans les plateformes. Donc, les joueurs ont accepté de s'inscrire, de ne jamais remettre en question la juridiction des ACVM, de ne jamais remettre en question justement cette régulation par du droit souple. Mais nous sommes dans un secteur où il y a avec des joueurs qui souhaitaient la légitimité et qui souhaitaient obéir à certaines règles. Mais il reste que ça fait quand même, tout le monde n'est pas d'accord en fait avec le fait que ça a été régulé de cette façon-là et non pas par le législateur. Donc ça, c'est un premier point que je voulais faire et qui peut éventuellement prendre de l'importance dans le futur si certains joueurs décident de remettre en cause la façon dont ça a été fait. On verra. Est-ce que je pense que cette forme pourrait ou devrait être appliquée à d'autres secteurs? Justement, non, parce que là, c'était très pertinent. Il a fallu aller vite. Il a fallu permettre au secteur canadien de continuer à se développer tout en ayant un minimum de réglementation et de protection des investisseurs. Ça nous a évité un FTX au final. Ça a permis à des énormes joueurs comme Wealthsimple de pouvoir justement devenir d'énormes joueurs en toute légalité, pouvant dire qu'ils sont réglementés par des régulateurs respectés dans le monde entier comme les ACVM. Mais s'il n'y a pas de besoin urgent comme celui-ci, il est quand même toujours mieux de suivre les voies un petit peu plus traditionnelles, je dirais, de façon à ce que ça puisse être moins facilement mis en cause, puis peut-être prendre le temps de peser le pour, le contre, de faire des consultations avec les joueurs de l'industrie pour bien s'assurer que le produit, si on peut appeler la loi un produit, mais le produit final est en fait le plus mesuré et correspond le plus à ce qui va permettre une balance des intérêts. Je pense qu'il y avait une autre question. Oui. Moi, j'ai une question par rapport au fait que il y avait une citation dans votre diapo, c'est « Not your key, not your coin ». Puis après ça, vous avez parlé de
la SEC aux États-Unis qui vont essayer de la considérer comme une valeur mobilière, mais je ne sais pas s'il y a, au risque de manquer un peu une information, comment ils vont faire pour exemple, admettons, la considérer comme une valeur mobilière, alors que genre, une valeur mobilière, c'est pas on n'a pas un titre de propriété. Puis là, ben, si je me réfère à votre citation, not your key, not your coin, j'imagine que ça fait quand même référence à une certaine propriété. Je sais que c'est pas de l'argent, puis admettons au sens de la législation québécoise, mais je me demandais, on le considère comme étant quoi à part un cryptoactif? À quoi ça. Le cryptoactif, oui, c'est beau, c'est un mot, mais légalement, est-ce que c'est pas une valeur mobilière? C'est pas de l'argent? C'est pas. Est-ce que c'est un titre? En fait, là aussi, il y a plusieurs layers, je dirais, à cette question. Le cryptoactif en lui-même, ça, c'est effectivement pas une qualification juridique. La qualification juridique, elle va dépendre de chacun de ces actifs-là. Si je regarde et que je vois un actif donc numérique ou digital parce qu'il se situe dans le monde digital et non dans le monde réel, qui utilise la cryptographie et la chaîne de blocs, mais qui est une action d'une société, ben c'est une valeur mobilière. Tout dépend de ce qu'il représente. Et donc, quand je disais que la SEC vient les qualifier de valeur mobilière, eh bien c'est quand ils arrivent à dire que l'actif représenté répond au Howey test et aux 4 critères que j'ai décrits au début pour dire que celui-ci est une valeur mobilière. Ce que je trouve très intéressant dans votre question, c'est qu'on est venu parler de not your keys, not your coin, qui est au niveau du détenteur. Et donc, la question de la propriété que vous avez posée, qui est très intéressante, et que la SEC, contrairement à justement ce que réussit à faire les ACVM, qui est une protection de l'investisseur en passant un petit peu au niveau du dessus, la SEC, elle ne vient voir que le distributeur / émetteur du jeton, en le qualifiant de valeur mobilière. Parce que la seule chose que ça permet à la SEC de faire avec leur façon de faire pour l'instant, c'est de réguler l'émetteur, entre guillemets. Et donc, ça n'a rien à voir, du côté US, il n'y a rien à voir avec le détenteur. La question après de la reconnaissance de la propriété en droit versus not your keys, not your coin, qui est donc où est-ce que ça se situe sur la chaîne de blocs, ben, à nouveau, c'est là qu'on voit une dichotomie entre la technologie et le droit. C'est que où est la propriété est reconnue légalement versus où est-ce que la chaîne de blocs reconnaît la détention. Et donc ça, c'est des dichotomies qu'il faut justement régler pour aller plus loin, pour revenir à la question d'auparavant, pour aller vers des applications réelles. On va voir de plus en plus d'applications réelles, plus on va régler ces dichotomies et on pourra avoir un alignement du droit et de la technologie pour pouvoir reconnaître en droit ce qui se passe sur la chaîne. Merci. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être me permettre une petite minute de poser moi-même une question. Vous avez des futurs juristes, des futurs avocats, des futurs notaires beaucoup dans la salle. Et qu'est-ce que vous pensez de la pratique actuelle et future des juristes dans ce secteur? Vous, évidemment, vous êtes spécialisé là, dans le domaine, mais peut-être quelques mots là-dessus. Ben, c'est une bonne question et c'est un bon moment pour la poser parce qu'en fait, quand j'ai fait le saut, je dirais, pour co-présider cette équipe chez Osler, donc la création de cette équipe-là chez Osler et le fait que j'en prenne le lead avec Matt Burgon qui est en Alberta est arrivé au printemps 2021. Et au printemps 2021, ça a été la crise dont on a parlé plus tôt, le début de la crise de la crypto, on va dire. Et par la suite, il y a d'autres cabinets majeurs qui ont fait le choix de faire des équipes spécialisées en actifs numériques et chaînes de blocs. Donc, ce que j'en pense, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de choses à faire. Il y a de plus en plus de travail pour nous et je pense qu'intellectuellement,
en tout cas moi personnellement, c'est le secteur que je trouve le plus intéressant. Donc, je pense que c'est quand même un des secteurs les plus intéressants parce qu'il est en ébullition et parce qu'on se trouve vraiment à avoir, on joue avec des règles anciennes sur des nouveaux concepts et aussi nous allons bientôt jouer avec des règles nouvelles sur des nouveaux concepts. Donc, on se situe pour moi là où le praticien peut avoir un impact sur ce qui se fait parce qu'on parle avec les régulateurs, on parle avec nos clients, on fait la traduction du modèle d'affaires entre le client et le régulateur et on participe donc de ce qui se fait et de ce qui se crée. Et c'est le moment est parfait pour moi pour entrer dans ce secteur. Je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de vous accueillir très bientôt à Québec. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. You're friends. Merci beaucoup tout le monde. Clairement, je peux lire la first time de l'envoyer non, c'est moi je I ran out of time. Ouais, mais en fait, par exemple, je peux même t'envoyer des. Il y a 5 pour eux. Il y a 4 des 5 qui vont être. En fait, c'est une. Et juste là, tu t'avais. C'est lourd, madame. Il n'y a pas eu personne qui a osé une question sur le sort de SPF. Ben, juste la elle a dit potentiellement de la fraude. Potentiellement. C'est un signe que j'aimerais pas t'embarquer là-dedans. Possiblement, mais
Comme le bras. Officiellement, les accounts were mislabeled. On tombe des vieux problèmes d'accent. Exact. Il y avait un sénateur américain qui a dit FTX, c'est pas un exemple d'erreur de la décentralisation, c'est un exemple d'erreur de la Oui, centralisation. ouais. Oui. Ah. Des clips, Sauf que vous le prenez là, je J'ai prends amené ça avec l'inspiration. comme un peu clickbait pour attendre que c'est sur l'activation. Puis finalement, je m'en dis. T'as-tu suivi la saga de Quantica dans le temps? Non, je sais que c'est canadien. Oui, c'est canadien, c'est pas c'est toute une saga. Mais là, je relance là-dessus, c'est officiellement le créateur de Quadriga est mort avec ses clés. Il avait donné ses clés à Palisson. C'était les seules clés qui géraient les portefeuilles de Quadriga avec les deux déposits. Ils ont dans la dernière année. Mais là, c'est parce que là, c'est trop. Il faut mettre des limites. Faites pas de limites. Puis à un moment donné, vous allez tomber malade. La valeur est dirigée par. Donc, il faut pas se fâcher, je peux dire, parce qu'à un moment donné, il faut mettre des limites. Tu es en train de dire à ton père comment il fait des limites. Si un des real wallet, Ah, c'est sûr que c'est. toutes ces jetons d'une shot, la balance, c'est très en dessous de 1000 $. Sinon, Ouais. Mais mais c'est qui, mais la C'est je pense que chaque bloc est genre 10 000. ils connaissent. De manière réaliste. Je regardais là. Si vous payez de pied, c'est Ah, c'est gentil. Je voudrais que vous fassiez. Je suis dans le micro. Vous n'avez pas vu nos locaux cet été? Ça, vous allez voir. C'est pas chaud. C'est que les chanteurs, ils donnent des dans ces cartes-là. Oui, c'est que super. Moi, je suis occupée parce que je suis en rendez-vous. Yes, pas de problème, bonne soirée. Donc, je reviens, vous, je reviens. Pas de problème. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Absolument. Merci. Donc, ah, si vous en avez, je les prends, c'est sûr, parce que moi, je prends tout ce que je peux pour arriver à faire quelque chose de bien. Pendant qu'on n'a pas de personnel parfait. Bien sûr, il faudrait quand même. Moi, je m'attendais que je vais aller. Ils l'ont pas. En fait, je parlais. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Peut-être appuyer sur ça dessus l'ordinateur. Sur l'ordi. Oui, ça dessus. Vous êtes à Québec, oui, j'ai toujours été à Québec. Ah, non, j'y vais une fois par an. C'est une obligation quand même. Le travail de la maison est souvent de bébé sans payer. Et moi? Ça? Oui, peut-être. Ok. Non, c'est. Ah,